Bonjour à tous, je m'appelle Lisa Janson, je suis doctorante CIFRE avec le groupe PSA et le laboratoire Perseus, qui est un laboratoire spécialisé dans l'expérience utilisateur. Je réalise une thèse en ergonomie cognitive qui a pour but de prédire et diagnostiquer les performances et la charge mentale sur les postes répétitifs, donc dans les postes de montage chez PSA. Je suis suivie par Christian Bastien et Javier Barcenia du côté du laboratoire et Alexandre Moret, qui est responsable ergonomie industrielle au groupe PSA. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une présentation qui a été faite lors du 53e congrès de la Société ergonomique de langue française, donc le 4 octobre 2018. Le titre de cette présentation est Pourquoi tu ne travailles pas au standard? Analyse des régulations de l'activité pour l'étude de la charge mentale dans les tâches répétitives d'assemblage automobile. Donc, il y a un certain nombre d'années, comme vous le savez, notre groupe a adopté le PES, donc PSA Excellence System, qui est un système d'organisation dérivé du Lean Manufacturing, qui a pour but de produire plus, mieux et plus rapidement. Donc, ce système comprend un certain nombre de concepts fondamentaux, dont un qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est celui de la standardisation des postes de travail. Donc, toute la question autour des standards de travail, de la standardisation des postes de travail, pardon, c'est de garantir des process stables de fabrication et des process qui seront standardisés. Donc comment fait-on cela? Premièrement, tout part de la pièce. Donc il faut d'abord concevoir le véhicule. Ensuite, on va quantifier les ressources nécessaires à la production de véhicules, ressources en termes de personnes, de ressources humaines, en termes de temps et en termes de matériel. Ensuite, il faut concevoir les standards de travail, puis les postes de travail, et enfin vérifier que ces standards sont bien respectés. Alors normalement, comme ce système est en place chez PSA depuis un certain nombre d'années, on devrait avoir atteint aujourd'hui un certain optimal de production. Atteint cet optimal de production, évidemment non. Comme vous le savez, il y a des plaintes qui apparaissent sur les postes de travail, des plaintes d'origine non physique, et on a un turnover important qui réduit, donc le temps que nos opérateurs passent sur nos postes est fortement réduit. Il y a également un certain nombre de défauts qui sont détectés sur les véhicules, défauts d'origine inexpliqués. Donc, toute la question est de savoir pourquoi ces phénomènes ont lieu. Nous, pour répondre à cette une autre question, c'est-à-dire les opérateurs suivent-ils les standards de travail? Pour répondre à cette question, on a mis en place une démarche donc qui commence par la sélection des postes de travail. Cette sélection, elle est faite conjointement avec les ergonomes vie courante de l'usine de Sochaux, vie courante montage de l'usine de Sochaux, et avec les chefs d'équipe qui nous signalent un certain nombre de postes sur lesquels les phénomènes précédents sont remarqués. Ensuite, évidemment, il faut recueillir des données donc, sur les standards de travail et réaliser des observations filmées pour avoir des données sur sur l'activité réelle des opérateurs. Ensuite, pour compléter ces données, on va mener des entretiens auprès des opérateurs et des ingénieurs méthodistes donc, qui conçoivent les postes de travail. On va passer à l'étape de codage comportemental qui est un peu complémentaire à l'observation filmée, c'est-à-dire qu'on va prendre nos observations filmées et on va coder, regarder seconde par seconde ce que font les opérateurs pour comprendre les mécanismes qui se cachent derrière leur activité. Et enfin, avec toutes ces informations, on va réaliser des analyses hiérarchiques des tâches qui vont nous permettre de comparer les standards de travail et l'activité réelle. Pour confirmer les comparaisons et les régulations qu'on va mettre en exergue grâce à ces analyses de tâches, on va revenir vers les opérateurs et réaliser un entretien d'autoconfrontation auprès de chaque opérateur observé afin de confirmer les stratégies qu'on a détectées. Donc, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous illustrer un petit peu cette méthode avec le poste raccordoseur, donc qui est un poste situé dans le secteur HM, donc mécanique à l'usine de montage Sochaux. Donc, déjà sur ce poste, on a un temps de défilement de 56 secondes. On a 4 types de moteurs. Deux moteurs riches, donc l'un avec un temps de cycle de 80,26 secondes de l'asservissement, du vissage asservi ainsi que d'autres opérations. Et ce moteur est assez rare puisqu'il représente 10% de la production.
Et l'autre, et c'est le moteur le plus courant puisqu'il représente 57% de la production et il a un temps de cycle de 63,53 secondes et il comporte également du vissage asservi. Il y a également 2 moteurs riches, donc l'un qui a 32,34 secondes de temps de cycle qui représente 10 de la production et l'autre qui a un temps de cycle de 20,68 secondes et représente environ un quart de la production. Ces 2 moteurs, pauvres ne comportent pas de vissage asservi. Donc, quelles sont les régulations qu'on a constatées sur ce poste de travail? La première régulation qu'on a pu remarquer, c'est que déjà dans la prescription, les opérateurs sont censés agir en séquentiel sur les postes de travail, c'est-à-dire dans l'ordre, agir sur le moteur 1, le moteur 2, le moteur 3, puis le moteur 4. Et nous, en réalité, ce qu'on a constaté, c'est au lieu de faire cela, les opérateurs découpaient certes les moteurs riches en plusieurs sections, alors que les moteurs pauvres n'étaient pas découpés en plusieurs sections. Donc concrètement, il commençait avec un moteur pauvre, il réalisait toutes les opérations à faire sur ce moteur, ensuite il passait à un moteur riche, il réalisait une partie des opérations, il passait à nouveau sur un moteur riche, il réalisait aussi une partie des opérations et il revenait sur le moteur numéro 2, puis il revenait sur le moteur numéro 3 et le moteur numéro 4, numéro 3. Donc, ce qui occasionne concrètement que l'opérateur va devoir travailler sur 2, 3, jusqu'à 4 moteurs en même temps. Une deuxième régulation qu'on a pu remarquer sur le poste, c'est que pour un certain nombre d'opérations qui sont ici représentées par des rectangles gris, sur le moteur B, donc qui est le poste raccordoseur, on a normalement des opérations qui sont équivalentes du point de vue du temps, pas forcément du point de vue du nombre, mais au moins au niveau du temps, sur le poste précédent, donc on va appeler le poste A, pardon. En réalité, ce qu'on a remarqué, c'est que déjà l'opérateur au poste A réalisait ses opérations beaucoup plus rapidement que prévu, ce qui lui permettait de récupérer un certain nombre d'opérations du poste raccordoseur. Donc là, il y a vraiment un échange, il y a un échange d'opérations entre les opérateurs. Donc on se demande quel est l'impact de ces régulations sur l'activité et la performance des opérateurs. Alors déjà, on a un impact sur la charge physique, hein, puisque l'opérateur se déplace beaucoup plus que prévu entre les moteurs, donc il marche jusqu'à 7 fois plus. Ensuite, évidemment, on a un impact non négligeable sur la charge cognitive, puisque le fait de travailler sur plusieurs moteurs à la fois, ça, ça occasionne une surveillance constante de la visseuse asservie. C'est-à-dire qu'il y a une petite verrine qui indique à l'opérateur quand il doit réaliser ses vissages, et cette verrine-là, il la surveille constamment quand il est sur les autres postes, sur les autres moteurs. Ça implique également une mémorisation des tâches en cours lors des interruptions, parce que quand l'opérateur doit interrompre ses opérations, il doit se souvenir qu'il a interrompu ses opérations et qu'il doit se souvenir de quelles opérations ont été réalisées et quelles autres n'ont pas été réalisées. Ça implique également une catégorisation des tâches, hein, pour les raisons qui sont notées au-dessus. C'est-à-dire que l'opérateur, à la base, les tâches sont catégorisées par rapport au type de véhicule, donc une catégorisation assez large. Là, l'opérateur doit recatégoriser ses opérations. En plus de les catégoriser par type de véhicule, il doit les recatégoriser par type d'opération. Concrètement, il va réaliser les opérations de vissage ensemble, les opérations de connectique ensemble, les opérations de conditionnement ensemble, etc. Ça a également un impact sur la performance et la sécurité des opérateurs et des produits. On a constaté à plusieurs reprises que les opérateurs évaluaient mal la distance entre le moteur et la visseuse asservie, ce qui occasionnait que concrètement, l'opérateur arrive devant la visseuse et il n'a pas l'autorisation de vissage. Donc l'opérateur tire sur le moteur afin d'obtenir cette autorisation de vissage plus rapidement. Et donc, vous imaginez bien toutes les répercussions que ça peut avoir au niveau physique, parce qu'un moteur, c'est très lourd, mais aussi au niveau de la ligne, puisque la ligne, elle n'est pas faite pour que l'opérateur tire comme ça, contraigne un peu les outils. Ça occasionne également des oublis, puisque les interruptions de tâches, c'est bien connu, peuvent occasionner des oublis, hein. S'il y a mémorisation d'un côté, il y a risque d'oubli de l'autre.
et ça entraîne un non-respect des règles de sécurité, hein, notamment la règle de sécurité, la Q24, qui garantit que, chaque, opération est réalisée par à tel poste, à tel moment. Cette règle de sécurité n'est pas respectée. Alors la vraie question, autour de ce travail, c'est pourquoi les opérateurs ne travaillent pas aux standards, hein? Donc pour les ergonomes, les régulations, la créativité, elle est vue comme, la manifestation d'une activité libérée, hein. Ou alors le résultat d'une boucle d'évaluation entre les contraintes et les résultats attendus. Donc ça, c'est vraiment le point de vue des ergonomes, hein. Le en en Pour résumer, la créativité au poste est une chose positive puisque c'est la preuve que l'opérateur s'approprie son poste, s'approprie les opérations et redéfinit le sens qu'il met autour du poste de travail. Alors donc ça, c'est un exemple de boucle de contrôle. Donc on voit bien que, l'opérateur fait une évaluation, des performances attendues, de la charge imposée pour choisir d'adopter tel ou tel comportement, hein. Donc c'est bien le résultat d'une évaluation, qui découle, de la performance perçue, de la charge perçue et des expériences subjectives que l'opérateur, aurait pu avoir par ailleurs. En revanche, du point de vue du Lean, ces régulations représentent des violations des standards de travail et c'est un risque pour la productivité et la sécurité, hein. Si régulation il y a risque de non-stabilité des process de travail. Donc aussi une des principales sources de MUDA et évidemment, c'est source de variabilité dans les process. 2 points de vue qui sont donc totalement opposés. De notre point de vue, on a constaté que les régulations étaient collectives et anticipées. C'est-à-dire que les régulations qui sont mises en place sur les postes de travail concernent soit tous les opérateurs du poste raccordoseur et leurs supérieurs, puisque leurs supérieurs sont au courant de ces régulations. Mais ça peut aussi concerner d'autres opérateurs, comme on l'a vu avec l'exemple d'échange d'opérations entre le poste A et le poste raccordoseur. Ces régulations, elles sont coûteuses pour les opérateurs, c'est-à-dire qu'elles ont un coût cognitif, physique et en termes de performance et de sécurité. Donc la question devrait être, est-ce que les opérateurs peuvent tenir leur poste en suivant les standards de travail? Est-ce que les standards de travail tels qu'ils sont conçus permettent aux opérateurs de réaliser les opérations? Si on revient un petit peu sur le poste raccordoseur, on a un temps de cycle, donc, pardon, un temps de défilement qui est fixe de 56 secondes et des temps de cycle qui varient de 21 secondes à 80 secondes environ. Donc, si on regarde bien, si on regarde bien la moyenne des temps de cycle des différents moteurs, on voit que l'opérateur devrait être capable de se rattraper avec, des moteurs, pauvres lorsqu'il perd un peu du temps sur les moteurs riches. Donc ça devrait être possible. Cependant, si on ajoute à cela le fait qu'on a un vissage asservi, donc le fait on ait une obligation pour l'opérateur d'être à un certain moment, à un certain endroit, on voit bien que pour réaliser ces opérations à temps, pour éviter de couler, l'opérateur est obligé de découper les moteurs riches en plusieurs sections, hein. Donc pour nous, les régulations sont le symptôme d'une dichotomie entre les règles du lean manufacturing, qui régissent la conception des postes, et les contraintes réelles de production. En l'occurrence, c'est bien la combinaison entre la variabilité des postes, donc la variabilité des temps de cycle, donc le fait que le poste soit pas un poste stable, et l'asservissement qui est représenté donc par la visseuse asservie. C'est bien la conjonction de ces deux contraintes qui provoque l'apparition de régulation chez les autres. Donc en conclusion, pour replacer un petit peu cette étude dans un contexte un peu plus large, donc qui est la perspective d'amélioration des modèles de conception chez PSA. Ce qu'on a fait à l'heure actuelle, c'est qu'on a construit donc une nouvelle méthode pour identifier les contraintes cognitives dans les tâches d'assemblage combinant des données qualitatives et objectives.
On a testé cette méthode donc de codage comportemental et d'entretien sur plusieurs postes de travail. C'est une méthode qui est très longue à réaliser car elle demande une analyse très détaillée des postes de travail. Ensuite, ce qu'on est en train de faire, c'est de tester cette méthode sur d'autres postes. Par exemple, on est en train de tester cette méthode, sur le poste de Keating, Keating Porte Sochaux. On est en train aussi de comparer nos résultats avec les évaluations de la charge mentale des postes avec l'échelle CLAM, qui est pour Cognitive Load Assessment in Manufacturing, qui est une échelle qui a été créée par des chercheurs suédois. On est en train également de rechercher des prédicteurs dans les comportements des opérateurs en utilisant la reconnaissance de type pattern, donc avec le logiciel TEM. Et ce qu'il nous reste à faire, et ça c'est vraiment la partie la plus intéressante de cette étude, c'est d'implémenter nos recommandations dans les modèles de conception des postes de travail pour faire en sorte que dès la conception des postes de travail, on s'approche davantage des contraintes de terrain. Et on veut également produire un outil dérivé du CLAM pour diagnostiquer et prédire la charge mentale sur les postes de travail. Cet outil sera plus adapté à nos contraintes et permettra donc de diagnostiquer les facteurs de charge mentale sur les postes de travail et éventuellement de les prédire, donc d'implémenter la prise en compte des facteurs de charge mentale dès la conception des postes. Je vous remercie de votre attention et si vous désirez avoir de plus en plus d'informations sur cette étude, n'hésitez pas à me contacter donc, sur ma boîte mail.